5 sur Public Sénat. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Web Citoyen. Au Web Citoyen, c'est un tour d'horizon des usages du net et des débats qui agitent la planète web. Et on commence tout de suite par Click and Tweet, le zapping des vidéos, des tweets et des initiatives citoyennes sur le net. Primaire online. Europe Écologie Les Verts vient en effet de lancer un site web dédié à la primaire. Partage, démocratie, planète, diversité, l'internaute est accueilli par un nuage de mots-clés. À part ça, pas de fioriture, le site se veut pratique et sert avant tout à organiser la primaire. Dans la rubrique info, les modalités de vote, être inscrit sur les listes électorales et s'acquitter d'une contribution minimum de 10 € qui n'est pas payable en ligne. Pas si pratique finalement. Facebook et Twitter, fer de lance des révolutions. Lors du printemps arabe, tout le monde a souligné le rôle des réseaux sociaux. Eh bien, rebelote, et cette fois-ci dans un pays démocratique. Le mouvement espagnol des jeunes indignés qui campent sur la place de la Puerta del Sol à Madrid s'est d'abord organisé sur la toile. Il y a le site officiel, Toma la Plaza, qui recense les dernières actions et permet de voir des vidéos et même du live en direct de la place. Une page Facebook a été créée où chacun peut poster ses commentaires et puis bien sûr les conversations sur Twitter avec le mot-clé à Campa del Sol. The Walk of Shame. L'image a fait le tour du monde. Dominique Strauss-Kahn menotté, mâchoire serrée, entouré de 2 policiers. Au-delà du choc, un détail est passé inaperçu. Enfin presque. Des petits rigolos français, il faut le préciser, ont remarqué les cravates des policiers américains aux motifs improbables. Ils ont donc créé Ties for Cops, un site qui propose à l'internaute de changer le motif des fameuses cravates au gré de ses envies, avec des donuts, des œufs au plat ou encore de magnifiques chatons, le chic à la française. C'est maintenant l'heure de Net d'Info. Adopté, le Parlement a voté le prix du livre numérique. Les éditeurs français pourront désormais fixer un prix unique pour les diffuseurs en France, mais aussi à l'étranger. Une avancée historique pour le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand. Cela suffira-t-il à doper le marché de l'édition du livre numérique? Il faut dire que malgré les expériences innovantes, le e-book peine à démarrer en France. Reportage Thomas Carré-Pierre. Elles sont devenues les vedettes des grands magasins. Les tablettes numériques connaissent un succès croissant auprès des consommateurs. Pourtant, en France, le marché du livre numérique ne décolle pas. Pour inciter les éditeurs à investir ce secteur, le Parlement vient de voter une loi sur le prix unique du livre numérique. Comme pour les ouvrages papier, les maisons d'édition pourront désormais fixer leurs tarifs de vente. Il s'imposera à l'ensemble des distributeurs, y compris les opérateurs étrangers comme Amazon ou Google. Une avancée obtenue par le Sénat. Si on veut faire décoller un marché qui est tout juste émergent, je rappelle que c'est à peu près 1% du marché du livre, il faut bien lui donner les mêmes conditions de vente, en tout cas d'achat pour le lecteur internaute, que pour le livre papier. Donc je pense qu'il faut donner un coup de booster à ce marché émergent et prometteur. Mais ce n'est qu'un premier coup de pouce. Cette loi s'applique uniquement aux livres numériques basiques, simples copier-coller d'œuvres existantes. Les véritables e-books au contenu enrichi par des vidéos, des sons ou des outils interactifs ont été laissés de côté. Ce que regrette cette spécialiste du secteur de l'édition. À partir du moment où on a décidé d'avoir un prix unique, autant l'appliquer à la globalité et non pas segmenter et faire d'une certaine catégorie de livres des parias entre guillemets du livre numérique. Puisque vraiment tous les indicateurs laissent penser qu'on va de plus en plus aller vers du livre dit enrichi ou augmenté. Face à cette révolution, les éditeurs traditionnels restent frileux. Pour se lancer dans cette aventure, ils doivent remettre en cause leur mode de fonctionnement, s'ouvrir à de nouvelles compétences. Quand je travaille avec mes éditeurs, je les informe de cela et je leur dis attention, si vous prenez du retard sur des autres concepts de livres, sur le concept du livre de demain, vous risquez d'avoir des problèmes parce que certains autres sont en train de prendre la place et c'est très bien et c'est très sain et donc il faut que les éditeurs réfléchissent en ce sens. Parmi ces acteurs émergents, Nicolas Francanet, cofondateur de Storylab, une maison d'édition 100% numérique.
Donc dans ce livre, vous voyez, très simplement, on a des vidéos. Donc le smash est un coup assez difficile à réaliser. En général, on le réalise plus souvent quand on se retrouve au filet. Nicolas Francanet essaie d'inventer le livre de demain avec ses auteurs, mais aussi des spécialistes de l'image et du son, des ingénieurs. Avec les e-books, écrire un livre devient un exercice pluridisciplinaire. La littérature se réinvente. Aujourd'hui, il y a tout à faire, il y a des nouveaux modes narratifs à inventer qui vont mélanger ces médias. Et aujourd'hui, vraiment tout est à faire. On n'est plus du tout dans du livre, on est dans une expérience littéraire, numérique, multimédia. Une expérience qui a déjà trouvé son public dans certains pays. Aux États-Unis, Amazon vend désormais plus de livres en format numérique qu'en version papier. Ils sont blogueurs, politiques, technophiles ou web journalistes, portraits de ceux qui font vivre le web. Rendez-vous aujourd'hui chez atlantico.fr, nouveau venu parmi les sites d'info. Un pure player au positionnement différent dans une galaxie web plutôt marqué à gauche. À l'origine de 2 scoops autour de DSK, le propriétaire de la Porsche et un extrait de rapport de la police new-yorkaise, Atlantico a été vite accusé d'être un sous-marin de l'UMP, d'autant qu'Arnaud Dacier, l'un des animateurs de la net campagne de Sarkozy en 2007, fait partie du Capital. Une accusation que récuse Atlantico. Rencontre aujourd'hui avec Jean-Sébastien Ferjou, l'un des fondateurs du site. Atlantico, Kezako. Atlantico, c'est un site d'information. Et puis, voilà, on est issu de toute cette nouvelle génération de sites d'info qu'on appelle les pure players, ceux qui ne sont pas adossés à une marque qui existerait en dehors, qui serait celle d'une chaîne de télévision, d'une radio, d'un journal de presse écrite. Nous, l'idée, c'est qu'on est un facilitateur d'infos, parce que finalement, on vit sur un paradoxe qui est qu'on ne manque pas tellement de sources d'informations supplémentaires, parce qu'il y en a de plus en plus. Il y a même des gens qui ont parlé d'infobésité. On manque plutôt d'un outil pour se repérer. Et c'est un peu ça qu'on fait. Alors nous, on a 2 jambes. Il y en a une qui est celle du journalisme de lien, ce qu'on appelle le journalisme de lien, un peu dans un esprit de revue de presse finalement. On vous dit sur telle ou telle histoire, regardez, là ça a été bien traité, en allant chercher dans la presse étrangère ou régionale ou sur la blogosphère, parce qu'il y a des choses qui sont très bien faites sur la blogosphère. On a un deuxième aspect qui est un réseau de contributeurs qu'on a développé, qui peuvent être des avocats, des magistrats, des historiens, des sociologues, on a aussi beaucoup d'économistes. Quelle est la spécificité de votre ligne éditoriale, puisqu'on a pu lire que vous placiez, alors que tous les pure players sont quand même plutôt estampillés à gauche, d'avoir en fait un pure player de droite? Mais moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup ces critères-là. Après, c'est ce que je vous disais, nous, on est un site d'information. Alors, ce qui nous motivait, c'était effectivement une envie d'avoir un ton différent, de peut-être parler ou porter un regard sur les choses différentes. Et il n'y avait pas du tout d'intention militante ou partisane ou d'envie de s'enfermer dans je ne sais quelle chapelle d'ailleurs, parce que ça ne serait pas très intéressant. Et non, au contraire, ce qui nous motivait, c'était peut-être de sortir d'un discours qui était un peu homogène et puis au-delà de ça, un peu moralisateur. Alors vous êtes né, j'ai envie de dire, une seconde fois avec l'affaire DSK. Et à cette occasion, d'ailleurs, vous avez été accusé de faire une pure campagne de dénigrement contre Dominique Strauss-Kahn. Vous répondez quoi? Je réponds que c'est parfaitement ridicule et qu'il suffit de lire le site. Au contraire, on a eu un traitement parfaitement sobre et factuel des choses. On n'est pas parti dans de l'analyse ou en tout cas dans des commentaires sur la personne de Dominique Strauss-Kahn ou sur des supputations qu'on ferait sur ce qui s'est passé ou pas passé à New York. Il s'est trouvé qu'on a eu des informations, mais je pense que là vous mélangez, ou les gens en tout cas ont mélangé un peu de choses. Il y a eu la phase 1, l'histoire de la Porsche, où ce n'est absolument pas nous qui avons lancé cette histoire de Porsche. C'est le Parisien qui a sorti la photo de la Porsche. Après, ça a été repris partout dans la presse. Nous, on est arrivé là-dessus un peu après parce que je disais à l'équipe, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. S'il a envie de monter dans une Porsche, il monte dans une Porsche, dans un tracteur, qu'est-ce qu'on en a à faire? Comme tout le monde en parlait, on y est venu nous aussi. Que là-dessus, les conseillers en com de Dominique Strauss-Kahn, parce qu'ils étaient vexés d'avoir été eux-mêmes pris dans un piège de com et eu envie de réécrire l'histoire en disant « regardez, tout ça est une manipulation, machin, etc. » C'est leur problème. Nous,
nous, là-dessus, on a sorti une information qui était que la Porsche en elle-même n'appartenait pas à Dominique Strauss-Kahn, ce que d'autres avaient dit du reste, et qu'elle n'appartenait pas non plus à Ramzi Kiroun, son conseiller en com, mais qu'elle était la voiture de fonction mise à sa disposition par Lagardère. Après, il y a eu la phase 2 de l'histoire, et là, vous imaginez bien que c'est quelque chose qui nous a tous surpris, tout comme elle a surpris l'ensemble de la presse. Et que ça a été relayé au départ donc sur Twitter par un militant UMP et Arnaud Dacier qui l'a retweeté. Donc on a dit au départ que c'était l'UMP qui tout de suite avait relayé l'information. Mais dans quel intérêt? Parce que moi, ce qui me fait un peu rire dans cette histoire-là, c'est pourquoi? Parce que les gens oublient de se dire, mais pourquoi? À quoi bon? Juste en termes de logique, je ne comprends pas l'intérêt qu'il y aurait à balancer ça à 1h du matin ou à 2h du matin, alors que de toute façon, in fine, tôt ou tard, une dépêche AFP ou Reuters l'aurait sorti, et que voilà, de toute façon, à l'heure où les Français se levaient, ils auraient su la nouvelle. Franchement, ça me paraît pas très convaincant comme argumentaire pour plaider le complot. Et vous avez continué évidemment, et on va tous continuer à écrire sur cette histoire. Quelles répercussions ça a eu sur le public, sur le succès du site en fait? En fait, le site, il marchait déjà bien. On était assez contents depuis le lancement. Vraiment très au-delà de là où on s'imaginait être 2 mois après le lancement ou 3 mois après le lancement. Vous dites merci à DSK alors? Bah, non, parce que non, je trouve ça assez déplacé, parce que c'est pas la première fois qu'on nous pose cette question, et je vois bien que les gens, parce qu'ils mélangent Atlantico, UMP et je ne sais quoi, je vois bien que d'une certaine manière, ils aimeraient dire votre jour de gloire, c'est la déchéance de Dominique Strauss-Kahn, mais je trouve ça franchement déplacé comme question et comme insinuation. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, chaque site a un moment. Non, mais est-ce que vous diriez merci à Ben Laden pour le 11 septembre, même si ça fait exploser l'audience? Non, franchement, je trouve ça assez déplacé, parce que justement, c'est une question. Mais parce que je pense en plus que c'est une question qu'on ne poserait pas à Mediapart ou qu'on ne poserait pas à Rue 89. Ah bah si, on pourrait lui dire merci. Bah on pourrait, ça c'est sûr, dans l'absolu, on pourrait le leur demander, sauf qu'on ne le fait. Oui, mais sauf qu'on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une forme de... Enfin, sans parano du tout, hein, mais qu'il y a un peu une idée que la gauche est le bien, le juste, le beau, et que la droite, vous êtes le camp du mal par nature, donc voilà. Et donc on vous soupçonne tout de suite plus de complot ou de mille vilainies assez ridicules. Je pense que ça marche dans les deux sens. Qu'est-ce que vous avez pensé, par exemple, des réactions politiques? Il y en a eu beaucoup sur la façon dont justement Mediapart a traité l'affaire Woerth-Bettencourt. On a parlé de méthode fasciste. Ça, moi, je trouve ça parfaitement ridicule de parler de méthodes fascistes, parce que ce ne sont pas des méthodes fascistes. Voilà. Je pense que oui, globalement, ils font leur travail. Après, ils le font avec un point de vue qui est peut-être Peut-être que moi, si j'étais à leur place, mais je n'y suis pas, et je pense qu'on est sur des modèles assez différents, mais je trouve ça bien que ça existe aussi. Peut-être que moi, je me sentirais un peu moins justicier ou policier dans l'âme. Mais voilà. Au Web Citoyen, c'est fini pour aujourd'hui, mais restons connectés. Retrouvez cette émission sur publicsena.fr et retrouvez-moi sur Twitter. À très bientôt.